Vendredi, à 17h, ma fille de 11 ans avait survécu à près de 3 heures de chirurgie d'urgence et avait été transférée dans l'unité de soins intensifs pédiatriques. Elle ne risquait plus de se vider de son sang, mais elle n'avait pas encore ouvert les yeux et une infirmière vérifiait encore les moniteurs toutes les quelques minutes. Mon mari se tenait près des ascenseurs de l'unité de soins intensifs, ses clés de voiture dans une main. « Colin, ne pars pas. » J'ai gardé la voix basse parce que 2 autres familles étaient assises derrière nous, attendant que les médecins divisent leur vie en un avant et un après. Evie vient tout juste de sortir de chirurgie. Son téléphone vibra de nouveau, le nom de Céleste s'affichant sur l'écran. « Je ne peux pas rester dans ces vêtements, s'il te plaît, viens vite. » J'ai regardé l'homme qui avait appris à Evie à lire les codes d'aéroport avant même qu'elle ne sache faire des multiplications. « Tu abandonnes ta fille aux soins intensifs pour aller chouchouter la femme avec qui tu couches ?» Céleste dit qu'un créancier l'a coincée dans un parking souterrain, ses vêtements sont déchirés, elle est terrifiée et elle n'a pas mangé. « Alors appelle la police pour elle. Tu es déjà dans un hôpital parce que quelqu'un a renversé ton enfant et a pris la fuite. » Il appuya sur le bouton de l'ascenseur. « Colin, c'est ta maîtresse. » Les portes s'ouvrirent. Il me regarda avec une froideur que j'avais passé des mois à essayer de ne pas nommer. « Elle a des médecins, dit-il. Ma maîtresse a plus besoin de moi. » Puis il entra et laissa les portes se refermer entre nous. À 17h47, un débit de 1286 $ est apparu sur notre carte de crédit commune de la part de l'Arken Finch, la boutique dont Céleste avait fait l'éloge lors d'un dîner d'entreprise. À 19h18, une autre alerte est arrivée de Calder House Steakroom. Colin lui achetait des vêtements et lui offrait un dîner pendant que notre fille était allongée sous des couvertures chauffantes, avec une incision toute fraîche en travers de l'abdomen. Il est revenu un peu après 21h. Il y avait un tampon de voiturier sur le dos de sa main et un mince reçu d'achat dépassait de la poche de son manteau. À 21h18, les doigts d'Evie ont bougé contre les miens. Ses yeux se sont ouverts lentement. Le chirurgien m'avait dit que l'hémorragie interne était maîtrisée et qu'elle n'était plus en danger immédiat. Cela ne signifiait pas qu'elle allait bien, cela signifiait seulement que j'avais le droit d'espérer qu'elle survive. « Maman » murmura-t-elle, et j'enveloppai ses 2 mains dans les miennes. « Je suis là. » Ses yeux se dirigèrent au-delà de moi vers Colin. L'espoir éclaira son visage une seconde, puis disparut sous des mois d'appels manqués et de briefings d'arrivée qu'il ne restait plus pour écouter. « Est-ce que je suis une enfant indésirable, maman » chuchota-t-elle. Je serrai délicatement sa main autour du ruban adhésif de la perfusion. « Non, tu es celle que maman choisira toujours. » La porte s'ouvrit avant que Colin ne puisse répondre. 2 détectives entrèrent, accompagnés d'un superviseur de la sécurité de l'hôpital. La femme en tête nous montra son insigne, puis regarda directement mon mari. « Monsieur Bennett, nous devons vous parler d'un SUV commercial Silver de chez Belden, numéro de flotte 417. » Colin s'immobilisa. « Vos identifiants ont autorisé ce véhicule à 10h52 ce matin, poursuivit-elle, et à 11h36, il a renversé votre fille. » Il ne parut pas choqué par le numéro de flotte, il parut terrifié par le nom qui y était associé. Avant de vous raconter comment mon mari a commencé à traiter notre fille comme une preuve plutôt que comme son enfant, j'espère que vous vous portez bien, d'où que vous m'écoutiez. Restez avec moi, car ce que la police a découvert avait commencé des mois plus tôt, avec un rapport de paternité et un PAN d'antécédents médicaux que quelqu'un avait délibérément laissé en blanc. Veuillez vous abonner à la chaîne si vous pensez qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à mériter le droit d'être choisi. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à cette nuit-là, je dois vous ramener 4 mois en arrière, lors du dernier briefing d'arrivée qu'Evie croyait encore que son père voulait entendre. Elle se tenant debout devant la table de la salle à manger, une punaise bleue entre les dents et une fiche cartonnée pliée à la main. Notre carte murale était couverte de fines lignes rouges reliant Richmond aux villes que Colin visitait pour le travail. Denver venait de recevoir une nouvelle punaise marquée Eden. « J'ai exactement 3 minutes, m'avait dit Evie. Une réussite, un fait sur Denver et une question. Pas de bavardage inutile. Tu as 11 ans, tu as le droit de bavarder. Papa dit que les gens concis ont l'air préparés. » Elle avait obtenu un A pour un projet de géographie, avait appris que Denver était surnommée la ville haute d'un mile, et avait choisi une question sur l'aspect du toit de l'aéroport, pour savoir s'il ressemblait vraiment à des sommets de montagnes enneigées. Elle s'était exercée 2 fois avant que la voiture de Colin n'entre dans l'allée. Il y avait eu un temps où il se serait assis avant même d'enlever son manteau. Il l'appelait depuis les portes d'embarquement,
lui envoyait ses anciennes étiquettes de bagages et dessinait avec elle des trajectoires de vol sur la carte. Leur jeu avait commencé lorsqu'elle avait pris ATL pour un code secret, et que Colin lui avait expliqué que chaque aéroport avait sa propre langue. Ce soir-là, il l'écouta pendant moins d'1 minute. Denver se trouve à exactement 1 mile au-dessus du niveau de la mer, commença Evie en souriant. J'ai eu un A pour mon projet, et je voulais savoir si le toit de l'aéroport ressemble vraiment à des montagnes enneigées. Son téléphone vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran et referma sa sacoche d'ordinateur portable. C'est génial, ma puce, je dois appeler un client. Il te reste encore 2 minutes. La prochaine fois, dit-il, se détournant déjà. J'ai vu la déception s'installer derrière son sourire, mais j'ai fait ce que j'avais appris à faire en 16 ans de mariage, j'ai traduit son absence par quelque chose de plus bienveillant. Ton père a beaucoup de travail en ce moment. Garde la fiche pour après le dîner. Evie hocha la tête et la glissa sous le bord de la carte. Alors que Colin passait devant moi, j'ai remarqué un pansement adhésif à l'intérieur de son coude gauche. Une prise de sang pour un bilan de santé des cadres. Evie leva immédiatement les yeux. Elle en savait plus sur les antécédents médicaux de son père que la plupart des enfants sur l'enfance de leurs parents. Tu n'es pas encore malade, n'est-ce pas? Non, il toucha le pansement, puis lui adressa un sourire étrange. Ton oncle Nolan m'a donné du sang neuf il y a longtemps. Il fonctionne toujours. Puis il ajouta à voix basse, je vérifie quelque chose que j'aurais dû vérifier il y a des années. Je suis restée silencieuse pour le bien d'Evie. C'était ainsi que notre dictionnaire familial décrivait toujours la greffe de cellules souches qui avait sauvé Colin à l'âge de 21 ans. Nolan avait été le donneur compatible. Colin avait survécu à la maladie, mais le traitement avait gravement altéré sa fertilité. Pendant des années après notre mariage, nous avons vécu au rythme des calendriers, des injections, des analyses de sang et d'un espoir minutieusement géré. En 2014, nous avions arrêté les traitements. Je suis tombée enceinte naturellement juste avant que Colin ne parte pour une mission de 7 semaines. À son retour, j'en étais à environ 9 semaines de grossesse. Nous étions assis ensemble chez l'obstétricien pendant que le médecin expliquait les dates. Colin avait pleuré en entendant le battement de cœur. Il n'avait jamais douté d'Evie. Puis, le changement avait commencé récemment, après que Helix Bridge est devenu un fournisseur de Belden commercial et que Colin a rencontré Céleste Rowan. Je l'avais vue pour la première fois lors d'un dîner d'entreprise 2 semaines avant le voyage à Denver. Elle parlait des prestations médicales et de la coordination des soins avec une assurance impeccable, mais son véritable talent consistait à faire en sorte que Colin se sente comme la personne la plus importante de la table. Elle riait avant même qu'il ne termine ses histoires, se souvenait du nom de chaque projet qu'il mentionnait et lui disait que très peu de cadres comprenaient les gens aussi bien que lui. Sur le trajet du retour, il l'a mentionné 4 fois. J'ai remarqué, mais je n'ai pas accusé. Je me suis dit que l'admiration professionnelle n'était pas une trahison et que la suspicion sans preuve pouvait endommager un mariage aussi sûrement qu'un mensonge. Après le dîner, ce soir-là, Evie apporta une autre fiche à Colin. Elle avait écrit PHX, DFW et ORD sur le devant pour son prochain voyage. Tu pourras m'interroger sur les codes d'aéroport, dit-elle. Il glissa la fiche dans sa mallette sans la lire. Merci, Evie. Elle le regarda marcher vers son bureau. Peut-être qu'il la lira à l'aéroport. Peut-être, ai-je répondu, bien que j'eusse commencé à détester la fréquence avec laquelle ce mot remplaçait la vérité. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu la porte du bureau de Colin s'ouvrir, puis l'imprimante partagée dans le couloir s'est mise en marche. Pensant qu'il avait lancé l'impression d'un document professionnel, j'ai traversé le couloir pour récupérer les dossiers de mes clients avant qu'ils ne se mélangent. La première feuille a glissé dans le bac, face imprimée vers le haut. J'ai vu le nom de Colin. J'ai vu les initiales d'Evie. Puis j'ai vu la ligne juste en dessous, probabilité de paternité, 0%. Mes doigts sont devenus glacés sur le papier. Colin est apparu derrière moi si rapidement que j'ai à peine eu le temps de me retourner. Il m'a arraché le rapport des mains, l'a fourré dans sa mallette et a verrouillé le fermoir. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Son visage n'exprimait pas la confusion, il montrait le terrible soulagement d'un homme qui croyait que sa pire crainte venait enfin d'être confirmée. Tu devrais commencer à réfléchir, dit-il, à ce que tu vas dire à Evie. Qu'est-ce que tu as fait tester exactement? Colin gardait une main sur le fermoir de sa mallette, comme si j'allais me jeter dessus. Evie était toujours dans la salle à manger,
déplaçant calmement la punaise de Denver jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement positionnée sur le Colorado. J'ai baissé la voix. Quel type d'échantillon ont-ils prélevé sur toi? Qui a prélevé celui d'Evie? Est-ce que les identités ont été vérifiées? Sa mâchoire se crispa. Tu as vu le résultat. J'ai vu une ligne sur une page. Je te pose des questions sur la procédure. Il porta la mallette dans son bureau et la posa sur la table. Je l'ai suivi, mais j'ai laissé la porte entr'ouverte pour qu'Evie ne s'imagine pas que nous lui cachions une dispute. C'était le genre de compromis qui, je le croyais encore, faisait de moi une bonne mère. C'était un test informatif, dit-il, pas un test judiciaire. Alors il n'y avait pas de chaîne de contrôle officielle? Il n'y en avait pas besoin. Je n'intentais pas de procès. J'avais besoin d'une réponse. Pourquoi as-tu fait ça? Il me regarda comme si la réponse devait m'humilier au point de me réduire au silence. Parce que les médecins nous avaient dit que mes chances de concevoir un enfant étaient presque inexistantes. Parce que je suis parti pendant cette semaine et que, quand je suis revenu, tu m'as dit que tu étais enceinte de 9 semaines. Tu étais assis à côté de moi quand l'obstétricien a expliqué l'âge gestationnel. La grossesse est datée à partir du premier jour des dernières règles, pas de la conception. Tu savais que les dates correspondaient. Je savais ce que tu m'avais dit. Tu l'as entendu de la bouche du médecin. Et maintenant, j'ai un rapport de laboratoire. Sa phrase était calme, ce qui la rendait encore plus terrible. Colin ne hurlait pas et ne renversait pas de meubles, il faisait ce qu'il faisait dans les réunions d'affaires lorsqu'il voulait faire croire à l'Assemblée que la décision était déjà prise. Je lui ai demandé qui avait organisé le test. Céleste m'a conseillé le laboratoire. Son nom entrait de nouveau dans notre mariage comme s'il y avait sa place. Elle t'a recommandé un test de paternité? Elle travaille avec des laboratoires. Je lui ai dit que je me posais des questions. Elle a dit qu'il existait des options discrètes. Quel échantillon as-tu donné? Ils ont pris du sang. C'était inclus dans le bilan de santé des cadres. Qu'ont-ils prélevé sur Evie? Un frottis buccal. Je lui ai dit que cela faisait partie d'un test d'ancêtre. Je l'ai dévisagé. Tu as fait un prélèvement sur notre enfant sans me le dire parce qu'une femme de chez l'un de tes fournisseurs te l'a suggéré? Je suis son père légal. J'ai consenti. Tu lui as menti sur ce que c'était. Je l'ai protégée jusqu'à ce que je sache s'il y avait quelque chose dont je devais la protéger. Sa logique était assez polie pour paraître responsable, jusqu'à ce que je voie au-delà. Il avait transformé le secret en bienveillance et la suspicion en preuve. Alors faisons-le correctement, ai-je dit. Un laboratoire indépendant, des identités vérifiées, des antécédents médicaux complets, une chaîne de contrôle du prélèvement jusqu'au rapport. Nous pouvons faire désigner l'établissement d'un commun accord par nos avocats. Son expression changea, trahissant non pas le doute, mais l'irritation. Tu veux un autre test parce que tu n'aimes pas la première réponse. Je veux un autre test parce que le premier a été conçu pour de l'information privée, pas pour une conclusion juridique. Tu veux gagner du temps, je veux de la précision. Tu as eu 11 ans pour me dire la vérité. J'ai entendu un léger frottement derrière moi. Evie se tenait dans le couloir, une main appuyée sur le montant de la porte. Colin la vit et s'interrompit, mais trop tard. Je ne sais même pas de qui est l'enfant que j'élève, venait-il de dire. Le visage d'Evie ne s'affaissa pas, cela aurait été plus facile. Elle nous regarda, lui puis moi, avec cette immobilité attentive qu'elle adoptait lorsque les adultes parlaient trop vite et qu'elle essayait d'en dégager le sens le moins dangereux. Je me suis approché d'elle avant que Colin ne puisse ajouter une phrase. « Va mettre tes chaussures », ai-je dit. « On va déjeuner dehors toutes les deux. Mais papa vient de rentrer. » « Je sais. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? » « Tu n'as absolument rien fait de mal. Cette conversation n'est pas à toi de la régler. » Colin m'appela par mon nom, mais je ne me suis pas retourné. Pour une fois, mettre fin à l'exposition d'Evie à tout cela importait bien plus que de clore la dispute. Au restaurant à 3 pâtés de maison de mon bureau, elle commanda un sandwich au fromage grillé et en retira la croûte en fine lanière. D'ordinaire, elle comblait le silence par des faits de géographie. Ce jour-là, elle demanda si l'altitude de Denver pouvait donner le vertige, puis si Colin ferait quand même son prochain voyage. Je n'ai répondu qu'à ce que je savais. Quand elle finit par m'interroger sur le papier, je lui ai dit que c'était un désaccord d'adultes concernant un test qui devait être vérifié.
Je ne lui ai pas dit que le rapport était faux parce que je ne pouvais pas encore le prouver. Je ne lui ai pas dit qu'il était vrai parce qu'une seule feuille avait effrayé son père au point de lui faire traiter l'incertitude comme un verdict. Papa m'a regardé comme s'il ne me connaissait pas, dit-elle. Il est confus et en colère. Est-ce qu'il est en colère contre moi? Ces choix ne sont pas de ta faute. Elle hocha la tête, mais les enfants hochent souvent la tête lorsqu'ils comprennent les mots sans comprendre le monde qui se cache derrière. La première chose que Colin cessa de faire fut d'appeler depuis les aéroports. Ensuite, il manqua la date limite pour signer l'autorisation de sortie du club de géographie d'Evie, car le formulaire resta sans signature sur son bureau pendant 4 jours. Quand je le lui ai rappelé, il m'a dit que je n'avais qu'à le signer moi-même. Le bouton de mise au point du télescope dans le jardin s'était desserré. Evie plaça un morceau de ruban de masquage bleu à côté avec les mots « Papa répare s'il te plaît » écrits en lettres capitales. Le ruban s'enroula sous l'humidité de juin alors que le bouton restait lâche. Elle ne se plaignit pas, elle s'adapta. Avant le voyage de Colin à Dallas, elle apprit ce qu'étaient des FW et la différence entre une ville et une zone métropolitaine. Pour Chicago, elle se documenta sur l'inversion du cours de la rivière et s'exerça à prononcer « OR » comme si l'aéroport lui-même pouvait l'approuver. Chaque fait nouveau la rendait plus brillante à la table du dîner mais plus effacée partout ailleurs. Phoenix restait intacte sur le calendrier, une ville qu'elle n'avait pas encore transformée en une nouvelle tentative d'être choisie. Je n'ai pas fouillé le téléphone de Colin. Je n'ai pas ouvert sa messagerie privée ni cherché à deviner ses mots de passe. Mon travail m'avait appris que les preuves deviennent dangereuses quand la personne qui les rassemble ne peut pas expliquer comment elle les a obtenues. Mais Colin avait laissé une copie du rapport dans un dossier d'assurance habitation dans le meuble partagé. Je l'ai trouvé en cherchant une demande de remboursement de soins dentaires pour Evie. Le document était plus mince que je ne l'aurais cru. Il n'y avait pas de photo, pas d'identification vérifiée, et aucun témoin neutre mentionné pour le prélèvement. L'échantillon de sang de Colin provenait du bilan de santé des cadres. Le frottis d'Evie était identifié par des initiales et un code de prélèvement à domicile. La section des antécédents médicaux contenait 3 cases cochées et 2 lignes laissées vides. Aucun traitement contre le cancer n'y figurait. Il n'y avait aucun historique de greffe ni aucune information sur un donneur. Ce soir-là, j'ai posé la copie sur le comptoir de la cuisine entre nous. « Est-ce que tu leur as parlé de la greffe de Nolan ?» Colin baissa à peine les yeux. « C'était il y a 22 ans. Ça ne répond pas à ma question. Ça n'a rien à voir avec le fait que je sois ou non le père d'Evie. »« Comment le sais-tu ?»« Parce que je ne suis pas généticien, Mara, et toi non plus. C'est exactement pour cela que nous devrions en consulter un. » Il plia le rapport en deux et le remit dans le dossier. Céleste travaille dans ce domaine. Elle n'a aucune raison de mentir. La facilité avec laquelle il la défendait me blessa plus profondément encore que l'accusation portée contre moi. Elle a toutes les raisons d'être prudente, ai-je dit. Une personne prudente se serait renseignée sur une greffe de cellules souches avant de recommander un test ADN. Tu t'accroches à n'importe quoi pour éviter l'évidence. Je demande un test capable de résister aux questions, et j'en ai assez de te laisser le monopole des questions. Il s'éloigna avant que je ne puisse lui demander pourquoi Céleste en savait assez sur notre mariage pour choisir le laboratoire, mais apparemment pas assez sur ses antécédents médicaux pour remplir correctement le formulaire. 3 soirs plus tard, Colin revint de Dallas. Evie avait remanié son briefing d'arrivée pour que chaque phrase tienne sur une seule fiche cartonnée. Elle l'attendait à côté de la carte, coiffée d'une casquette de baseball bleu marine qu'elle avait achetée avec son argent de poche. « Bon retour à la maison, dit-elle. J'ai appris pourquoi DFW a son propre code postal. Les Rangers ont gagné hier, et je peux te montrer l'itinéraire entre ton hôtel et l'aéroport sans passer par l'autoroute. » Colin regarda la casquette, l'affiche, puis la ligne rouge qu'elle avait tracée sur le Texas. Puis il me regarda. « Est-ce que tu l'as entraîné à m'imiter ?» Evie baissa l'affiche. Ses doigts se resserrèrent dessus jusqu'à ce que le papier se plie en son milieu. Plus tard, après que Colin se fut enfermé dans son bureau, elle me retrouva dans la buanderie. Elle se tenait debout près du sèche-linge, serrant son briefing froissé contre sa poitrine. J'ai pris le briefing froissé des mains d'Evie et je l'ai lissé sur le dessus du sèche-linge. Tu n'as plus besoin d'apprendre quoi que ce soit pour prouver que tu appartiens à qui que ce soit, lui ai-je dit. Tu n'as pas à passer un examen pour obtenir l'amour de ton père. Elle scruta mon visage comme s'il s'y cachait une autre réponse derrière la première.
Alors pourquoi continue-t-il à me regarder comme si j'avais fait une erreur? Parce qu'il avait choisi un morceau de papier plutôt que 11 ans de vie commune. Parce que chaque fois qu'elle faisait plus d'efforts, il considérait sa bonne volonté comme une nouvelle raison de se méfier de moi. Je ne pouvais rien lui dire de tout cela sans lui faire porter un fardeau qui n'appartenait qu'aux adultes. Ton père fait des choix dictés par la peur, ai-je dit. Cette peur ne vient pas de toi, et tu ne peux pas la guérir à sa place. Le lendemain matin, j'ai appelé Joanne Keane, une avocate spécialisée en droit de la famille dont le cabinet avait révisé des contrats pour l'un de mes clients. Je ne lui ai pas demandé comment punir Colin, je lui ai demandé ce que je pouvais protéger légalement avant que ses soupçons ne se traduisent par une action contre Evie. Joanne m'a reçu dans une salle de conférence 2 jours plus tard. J'avais apporté la copie du rapport trouvé dans le meuble d'assurance, les relevés bancaires du foyer portant nos 2 noms, et une chronologie écrite des déclarations de Colin. J'avais laissé sa mallette, son téléphone, ses dossiers de bureau et ses comptes personnels intacts. Joanne lut la page du laboratoire à 2 reprises. Cela ne met fin à rien, dit-elle. Colin reste le père légal d'Evie. Il ne peut pas agiter un test informatif réalisé à domicile devant l'école, la compagnie d'assurance ou un juge pour effacer la garde ou la pension alimentaire. Il y est écrit 0%. Il y est écrit que les 2 échantillons soumis ont été déclarés incompatibles. Cela ne prouve pas qui les a fournis, comment ils ont été prélevés, ni si les bons antécédents médicaux ont été pris en compte. J'ai désigné le numéro de prélèvement sanguin. Son échantillon provient d'un bilan de santé pour cadre, et celui d'Evie. Il lui a dit qu'il s'agissait d'un test généalogique. La bouche de Joanne se crispa. Demandez-lui une fois, par écrit, d'accepter un test dûment encadré. Restez calme dans votre formulation, ne l'accusez pas de fraude et ne parlez pas de cela avec Evie au-delà de ce qui est nécessaire pour sa sécurité. J'ai envoyé le message à Colin depuis mon adresse email professionnelle pour éviter toute discussion sur la formulation. J'ai proposé de faire appel à un établissement indépendant choisi par l'intermédiaire de nos avocats respectifs, avec vérification des identités, déclaration médicale complète et chaîne de contrôle officielle. J'ai également proposé de consigner le coût du test sur un compte tiers bloqué jusqu'à l'obtention des résultats. Sa réponse est arrivée 43 minutes plus tard, il n'y a aucune raison légitime de refaire un test concluant. Je ne participerai pas à une tentative visant à fabriquer un résultat différent. Joanne a transmis son refus au dossier sans faire de commentaires. Grâce à une recommandation de son cabinet, j'ai pris contact avec le Dr Priya Garner, une conseillère en génétique qui travaillait pour un laboratoire de génétique médico-légale accrédité. Notre première consultation s'est déroulée en visioconférence. Je m'attendais à ce qu'elle commence par des dates, le traitement d'infertilité ou le pourcentage imprimé sur le rapport. Au lieu de cela, elle a demandé, est-ce que Colin a déjà reçu une transfusion sanguine, une greffe de moelle osseuse ou une greffe de cellules souches hématopoïétiques? Ces mots m'ont ramené au bras bandé de Colin et à la question effrayée d'Evie. Ton oncle Nolan m'a donné du sang neuf il y a longtemps. Il a reçu des cellules souches de son frère à l'âge de 21 ans, ai-je dit. Nolan était le donneur. Le docteur Garner s'est rapproché de son écran. Cela a-t-il été signalé au laboratoire? Je ne sais pas, j'ai ouvert le formulaire de demande que j'avais trouvé avec les papiers d'assurance. La section médicale comportait des cases à cocher pour les transfusions, les greffes et les antécédents de donneurs connus. La case intitulée « Greffe de cellules souches hématopoïétiques » était vide. J'ai senti poindre ma première lueur d'espoir depuis la découverte du rapport. Mais le docteur Garner m'arrêta avant que je ne transforme cette possibilité en certitude. Cela ne prouve pas que le résultat est faux, dit-elle. Cela signifie simplement que l'échantillon ne répond peut-être pas à la question que Colin croit régler. Parce que le sang pourrait appartenir à Nolan. Non pas au sens habituel, mais après une allogreffe de cellules souches, les cellules sanguines peuvent porter le profil génétique du donneur. Un échantillon de sang peut donc refléter l'ADN issu du donneur plutôt que le profil germinal d'origine du receveur. J'ai regardé à nouveau le 0% sur le rapport. Alors Colin a peut-être comparé Evie à son propre frère? Il l'a peut-être comparé à un profil sanguin influencé par les cellules données par son frère? Nous aurions besoin des dossiers de la greffe, des données brutes du laboratoire et d'échantillons de comparaison soigneusement sélectionnés avant de pouvoir tirer une conclusion. Elle recommanda une consultation en personne avec Colin, Evie, moi-même et les dossiers médicaux de sa greffe. Le laboratoire déciderait des prélèvements appropriés. Elle ne promit pas que des cheveux,
de la salive ou une seule source d'ADN résoudrait tout sans un examen attentif des antécédents. Cette prudence m'inspira plus de confiance que le rapport que Colin avait accepté sans poser de questions. J'ai planifié la consultation pour le vendredi 25 septembre à 13h30. L'école d'Evie fermait plus tôt ce jour-là pour une formation pédagogique des enseignants, et mon bureau se situait à moins d'1 kilomètre de la clinique. Je prévoyais d'aller la chercher à la sortie, de lui offrir à déjeuner et de lui expliquer simplement qu'un médecin devait corriger un malentendu d'adulte. J'ai envoyé les détails du rendez-vous à Colin et lui ai demandé d'autoriser la transmission de son dossier de greffe. Il ne répondit pas. Pendant que j'attendais, un paiement d'hôtel est apparu sur notre carte de crédit commune pour un établissement proche de Charlottesville. Colin m'avait dit qu'il assistait à un dîner d'affaires tardif à Richmond ce soir-là. Quand je l'ai interrogé sur cette transaction, il a affirmé que Belden avait dû se tromper de carte d'entreprise. Le lendemain matin, la facture numérique de l'hôtel est apparue sous le débit sur le portail en ligne de notre carte commune ou le même compte que j'utilisais pour faire les comptes de nos voyages familiaux. La réservation était au nom de Colin, et le champ réservé au second voyageur indiquait Céleste Rowan. J'étais encore en train de la fixer quand mon téléphone vibra, affichant un message provenant d'un numéro que je n'avais jamais enregistré, « Traîner une enfant dans un autre test ne sauvera pas ton mariage. Colin et moi essayons de construire notre avenir. Arrête d'utiliser Evie pour repousser ce que tu sais déjà. » J'ai lu le message une fois, puis j'ai pris des captures d'écran montrant le numéro, la date et l'intégralité du fil de discussion. Je les ai transmises à Johan avant de répondre, « Je ne vous ai jamais dit qu'il y avait un autre test. » L'indicateur de saisie est apparu, puis a disparu et n'est plus revenu. 6 minutes plus tard, Colin m'appelait. « Qu'est-ce que tu as dit à Céleste ?» m'a-t-il demandé. « Comment sait-elle pour la consultation ?» ai-je répliqué. « Elle le sait parce que je lui en ai parlé. »« Tu as parlé à ton prestataire du rendez-vous médical privé de notre fille. » Ce n'est pas juste un prestataire. Le reçu de l'hôtel avait déjà répondu à cette question, mais l'entendre retirer son dernier masque me fit tout de même mal. Depuis combien de temps? Ce n'est pas pertinent pour le résultat de paternité. C'est tout à fait pertinent pour comprendre pourquoi c'est elle qui a choisi le laboratoire, pourquoi elle sait quel échantillon tu as fourni et pourquoi elle m'ordonne de ne pas vérifier les résultats. Tu essaies d'en faire la coupable parce que tu es incapable d'expliquer ce rapport. J'ai une explication qui mérite d'être examinée. Son silence changea de nature, ce n'était plus de l'incertitude, c'était du calcul. « Tu vas annuler ce rendez-vous » dit-il. « Non » ai-je répondu. « Tu n'emmèneras pas Evie dans un autre laboratoire pour protéger ton histoire. J'emmène notre fille chez un professionnel qualifié parce que tu as transformé un rapport non vérifié en une autorisation de la rejeter. » Il raccrocha. Johan envoya des demandes officielles de conservation de preuves cet après-midi-là pour les communications du laboratoire, les relevés financiers conjoints et les données électroniques pertinentes. Elle entama également la procédure classique de divulgation financière requise dans l'éventualité d'une séparation initiée par Colin. Je n'ai pas vidé les comptes, dissimulé des revenus ou déplacé l'argent commun. J'ai versé mon salaire exactement comme je l'avais toujours fait et documenté chaque dépense du foyer. Colin rentra à la maison 3 soirs plus tard, apportant un projet de convention de séparation. Il le posa sur la table de la cuisine comme s'il présentait des conditions à un sous-traitant peu performant. Il exigeait la maison, le compte de courtage joint et l'usage continu de sa voiture de fonction. En échange, il proposait que je conserve mon entreprise, Bennett Record & Compliance, et que j'assume la majeure partie des dépenses quotidiennes d'Evie jusqu'à ce que la question de la filiation soit résolue. « Tu as écrit cela avec Céleste ?» lui ai-je dit. « Je l'ai écrit avec quelqu'un qui comprend ce que la reconstruction va exiger. » J'ai refermé le dossier sans signer. Mon avocate vous répondra. Tu vas perdre beaucoup plus en rendant les choses difficiles. Je ne négocie pas l'identité de ma fille au coin de la table de cuisine. Pour la première fois, je vis que Colin ne s'était pas contenté de croire à un résultat, il avait commencé à bâtir une nouvelle vie par-dessus, et Céleste en connaissait chaque pièce. Le lendemain matin, le docteur Garner envoya un court email confirmant la consultation et énumérant les dossiers médicaux dont elle avait encore besoin. Sa dernière phrase fut la seule que je lus à 2 reprises, « Tant que nous ne savons pas à qui appartenait l'ADN du sang, personne ne devrait s'appuyer sur ce rapport pour prendre une décision concernant cet enfant. » La ville suivante sur le calendrier de Colin était Phoenix. Evie passa 3 soirées à s'y préparer. Elle apprit que PHX s'était autrefois appelé Sky Harbor avant que l'aviation commerciale ne se banalise.
Elle se documenta sur le désert de Sonora, mémorisa le nom de 2 espèces de cactus et vérifia le score des Diamondbacks, même si elle se moquait éperdument du baseball. Le soir du retour de Colin, elle traça une nouvelle ligne rouge sur l'Arizona et l'attendit à côté de la carte, sa fiche cachée derrière le dos. « Est-ce que je peux te présenter mon briefing d'arrivée avant le dîner ?» demanda-t-elle. Il dure exactement 2 minutes et 40 secondes. Colin posa ses clés sur le comptoir mais ne retira pas sa veste. À quoi cela est-il censé mener? Son sourire vacilla. C'est notre jeu, il me regarda, l'ignorant complètement. Est-ce que tu te sers d'Evie pour essayer de prouver quelque chose maintenant? Je ne lui ai pas demandé de préparer tout cela. Elle se met soudain à connaître chaque aéroport où je me rends, chaque équipe que je mentionne et le moindre détail sur les villes où je travaille. Tu t'attends à ce que je croie que c'est un hasard? La main d'Evie se crispa sur sa fiche. C'est toi qui m'as appris les codes d'aéroport. C'était avant. Il s'arrêta là, mais sa phrase inachevée fit ses ravages, avant le rapport, avant qu'il ne décide que chaque intérêt commun était le signe d'une manipulation. Je me suis interposé entre eux sans élever la voix. Evie, va ranger ta fiche avec les autres. Je monte te voir dans 1 minute. Elle ne bougea pas tout de suite. Tu veux l'entendre ou pas, papa? Colin jeta un coup d'œil vers son bureau. Pas ce soir. Evie plia la fiche en 2 et monta à l'étage. J'ai attendu que la porte de sa chambre se referme. Elle a appris ta langue parce qu'elle t'aime. Ou parce que tu l'as entraînée à refléter ma propre image. Tu punis une enfant de 11 ans parce qu'elle te rappelle les années où tu avais choisi d'être son père. Ce n'est pas moi qui ai choisi les faits. Non, tu as choisi la première explication qui te permettait d'arrêter de te poser des questions. Il prit ses clés, entra dans son bureau et ferma la porte. J'ai trouvé Evie assise sur le bord de son lit, la fiche de Phoenix ouverte sur ses genoux. Le pli traversait le mot réussite. Papa pense que c'est toi qui m'as forcé à le faire, dit-elle. Je l'ai fait toute seule, et il le sait très bien. Alors pourquoi est-ce que tout ce que j'apprends le met en colère? Je me suis assise à côté d'elle. Parce qu'il te regarde à travers le prisme de ce dont il a peur. C'est sa faiblesse, pas la tienne. Elle suivit du doigt les lettres PHX. Si le vrai test dit que je suis de lui, est-ce qu'il m'aimera de nouveau? J'aurais voulu lui promettre que la vérité réparerait ce que la peur avait brisé. J'aurais voulu lui dire que Colin verrait le résultat, se souviendrait de chaque appel depuis les aéroports, de chaque carte lue avant de dormir, et redeviendrait l'homme qu'elle attendait toujours. Mais j'avais déjà passé trop de temps à traduire ses actes en excuses rassurantes. Je ne sais pas ce que ton père choisira, ai-je dit. Ce que je sais, c'est que tu seras toujours aimé et que tu n'auras jamais besoin d'être la copie de qui que ce soit pour le mériter. Elle s'appuya contre mon épaule, mais ne parut pas rassurée pour autant. La consultation était devenue bien plus qu'un simple rendez-vous médical dans son esprit, elle était persuadée que c'était l'examen final d'un cours auquel elle n'avait jamais accepté de s'inscrire. Le rendez-vous tombait un vendredi où son école fermait à 11h15 pour une journée de travail des enseignants. Les jours de sortie anticipés, Evie faisait habituellement à pied le trajet d'1 kilomètre environ qui séparait l'école de mon bureau. Elle avait déjà fait ce parcours à 6 reprises, en empruntant toujours les 2 passages piétons avec feu de signalisation de Grove Avenue. Elle envoyait un message en franchissant le portail de l'école, ma réceptionniste la guettait par les fenêtres de devant et je l'accueillais avec un déjeuner prêt dans la salle de conférence. Pour ce 25 septembre, j'avais prévu la même routine, nous allions déjeuner à mon bureau, partir à 12h45 et arriver à la clinique du docteur Garner bien avant la consultation de 13h30. J'ai partagé l'emploi du temps avec Colin via le calendrier familial partagé et j'ai mis Johan en copie de la notification officielle. Il ne répondit pas ce jour-là. 2 soirs plus tard, j'ai assisté à un événement communautaire de Belden Commercial, car Bennett Record gérait l'archivage de conformité pour l'un de ses partenaires de construction. Colin se trouvait de l'autre côté de la cour pour coordonner les prestataires lorsqu'un ingénieur de chantier s'approcha de lui au sujet d'un transport. « Mon camion est bloqué derrière le matériel de scène », dit l'homme. « Est-ce que je peux utiliser un des véhicules de la flotte pour faire un aller-retour à l'entrepôt ?» Colin ouvrit l'application de gestion de flotte sur son téléphone. Vous êtes toujours autorisé comme chauffeur prestataire temporaire jusqu'à la fin du mois. Colin sélectionna un véhicule et généra un code, SUV gris métallisé, numéro 417. Le code d'accès expire à 18h. Ne laissez personne d'autre le conduire car l'autorisation est enregistrée sous mes identifiants.
L'échange dura moins d'1 minute. Cela n'aurait eu aucune importance pour moi à ce moment-là, si ce n'est que Colin répéta le numéro du véhicule lorsque l'ingénieur le remercia. Le 417, dit-il, ramenez-le sur le parking de Belden. J'ai regardé le SUV franchir la barrière de service, puis je suis retourné à la table de mon client. C'était simplement une facette du travail de Colin, un système de plus qu'il maîtrisait assez bien pour l'utiliser sans y penser. La semaine suivante, Joanne m'appela après avoir examiné les registres publics liés à Helix Bridge. Il y a un privilège de financement lié aux actifs de l'entreprise, dit-elle. Cela ne prouve pas qu'il y ait fraude, mais cela confirme que Helix Bridge traîne une dette de transition substantielle. Substantielle à quel point, ai-je demandé. Environ 1,3 à 1,5 million de dollars, d'après les déclarations. Les registres publics nous indiquent que la dette existe, mais ils ne nous disent pas quelles sont les échéances privées du prêteur, ni ce que Céleste a promis en retour. Céleste a besoin de l'argent de Colin? C'est fort possible. Ne transformez pas une dette en preuve absolue. Un prêteur peut exiger un garant disposant de revenus solides et d'une déclaration de patrimoine crédible, mais nous ignorons encore ce que Colin a promis, signé ou refusé. La mise en garde de Joanne m'était familière désormais, d'abord les faits, l'interprétation ensuite. J'avais fondé mon entreprise sur ce même principe, mais vivre au cœur des preuves rendait la retenue plus difficile. La réponse arriva au cours d'une conférence téléphonique concernant la proposition de séparation. Colin s'y était joint depuis son bureau avec son avocat, Martin Hill. Joanne et moi étions assises ensemble autour de sa table de réunion. Martin passa en revue les actifs que Colin souhaitait se faire attribuer, y compris la maison et le compte de courtage joint. Puis il ouvrit une lettre d'engagement de prêt que je n'avais jamais vue auparavant. L'examen a lieu le 1er octobre, dit-il. Helix Bridge a jusqu'au 5 octobre pour fournir des documents de patrimoine mis à jour ainsi qu'une garantie personnelle de 650 000 $. Ils ont seulement besoin de la preuve que j'en ai la capacité financière, intervint Colin. Une preuve exacte. Votre salaire et vos parts de propriété actuelles peuvent appuyer une garantie, mais ce projet d'accord ne fait pas de la maison ou du compte de courtage vos biens exclusifs. Vous risquez de devenir personnellement responsable avant que le partage des biens ne soit finalisé. Ce contrat va rendre Helix Bridge rentable. C'est possible. Mais le risque demeure. Colin écarta la mise en garde avec l'assurance qu'il réservait autrefois au projet qu'il avait étudié pendant des mois. Céleste connaît l'entreprise mieux que quiconque. Cet examen n'est qu'un obstacle temporaire. J'ai compris à cet instant qu'il s'apprêtait à engager ses revenus et son patrimoine dans un avenir avec Céleste avant même que notre mariage ne soit légalement dissous. En se servant du projet de partage des biens pour donner à cet avenir une apparence plus sûre qu'il ne l'était. Sous la table, Joanne me toucha le poignet, me rappelant de ne pas réagir. J'ai laissé Colin terminer. Quand l'appel prit fin, elle me dit, son avocat lui a donné des conseils avisés devant témoins. Ce qu'il choisit d'en faire relève de sa propre responsabilité. À la maison, j'ai trouvé Evie debout sur une chaise à côté de la carte murale. Elle avait ajouté une petite punaise blanche près de la clinique du docteur Garner. En dessous, elle avait collé une étiquette écrite à la main, 13h30, dire la vérité. Tu sais que ce rendez-vous n'est pas un procès, n'est-ce pas, lui ai-je dit. Je sais, répondit-elle. Et aucun résultat ne décidera si ta place est avec moi. Je le sais aussi. Elle descendit de la chaise et regarda les lignes de voyage de Colin. Je veux juste que tout le monde ait la même vérité. Le soir du 24 septembre, Colin m'envoya enfin un email. Il confirmait qu'il n'assisterait pas à la consultation. Il refusait de transmettre volontairement ses dossiers de greffe, mais écrivait qu'il accepterait un test génétique ordonné par le tribunal si cela s'avérait nécessaire. J'ai transféré le message à Joanne et imprimé une copie pour le dossier du rendez-vous. Evie entra dans mon bureau, son sac à dos à la main. Elle y avait mis un sandwich, son carnet de géographie et la fiche de Phoenix que Colin avait refusé d'écouter. « Est-ce que tu penses que le docteur Garner saura demain ?» demanda-t-elle. Elle saura peut-être ce qu'il convient de faire ensuite. Ce n'est pas toujours la même chose que d'avoir une réponse immédiate. Evie observa la punaise de la clinique sur la carte, puis se tourna vers moi avec une détresse qu'aucun enfant ne devrait avoir à exprimer, et si la vérité éclate et qu'il ne me choisit toujours pas? Je n'ai pas répondu par une autre promesse concernant Colin. Je l'ai serré fort contre moi et je lui ai dit la seule vérité que je pouvais garantir, quoi que montre ce rendez-vous, tu rentreras à la maison avec moi.
Rien sur une page de laboratoire ne peut décider si tu es aimé et désiré. Le lendemain matin, elle laissa son briefing de Phoenix sur le comptoir de la cuisine. Elle prit son carnet de géographie à la place, ainsi qu'un sandwich à la dinde et le dossier que le docteur Garner nous avait demandé d'apporter. Colin était déjà parti travailler. À 11h14, j'ai envoyé un message à Evie depuis mon bureau, envoie-moi un SMS quand tu passes le portail. Reste sur Grove et utilise les 2 passages piétons avec feu. Sa réponse arriva 1 minute plus tard, je pars maintenant. 12 minutes. Je connais le chemin maman. Le ciel de septembre était dégagé, il n'y avait eu ni pluie, ni brouillard, ni route glissante pour rendre la traversée particulièrement dangereuse. J'ai posé le déjeuner d'Evie sur la petite table de conférence et vérifié une nouvelle fois le dossier de la clinique. Son école se trouvait à 1 kilomètre. Elle avait fait ce trajet lors de 6 précédentes journées de sortie anticipée, en restant toujours sur le trottoir principal et en ne traversant que lorsque les feux passaient au vert. À 11h28, ma réceptionniste regarda vers les fenêtres de devant. Evie est généralement en avance, dit-elle. J'ai souri machinalement et lui ai envoyé un autre message, tu es proche? Le message indiquait qu'il avait été distribué mais pas lu. À 11h31, j'ai appelé. Son téléphone sonna jusqu'à ce que le répondeur se déclenche. Je me suis dit qu'elle s'était arrêtée pour refaire ses lacets ou pour aider un autre élève. À 11h34, j'ai rappelé. À 11h43, le nom d'Evie s'afficha sur mon écran. J'ai répondu, le soulagement déjà perceptible dans la voix. Ma puce, où es-tu? Un homme que je ne connaissais pas répondit, est-ce bien la mère d'Evie? Son écran de verrouillage vous indique comme contact d'urgence. Mon corps comprit avant mon esprit. La salle de conférence sembla vaciller sous mes pieds. Oui, je suis sa mère. Je m'appelle Daniel. Votre fille a été renversée par une voiture au croisement de Grove et Belmont. L'ambulance vient d'arriver. Elle respire, mais elle est blessée. J'ai agrippé le bord de la table. Laissez-moi lui parler. Elle ne nous répond pas. Les ambulanciers s'occupent d'elle. Le dossier de la clinique glissa de mes mains, les papiers s'éparpillant sur la moquette, y compris la confirmation de consultation prévue pour 13h30. Je ne me souviens pas avoir pris mon sac à main. Ma réceptionniste prit le volant car mes mains tremblaient trop pour que je puisse tenir mes clés. Lorsque nous sommes arrivés à l'intersection, la police avait bloqué la voie la plus proche et l'ambulance était déjà partie. Un agent nous arrêta avant même que je ne puisse descendre de voiture. Il l'emmène au centre médical VCU, dit-il. Allez-y directement. Nous vous parlerons après que les médecins l'auront examiné. Qu'est-ce qu'il a renversé? Un SUV gris métallisé. Il a pris la fuite. Quelqu'un a vu le conducteur? Nous recueillons des déclarations en ce moment même. J'aurais voulu lui arracher d'autres réponses, mais chaque seconde passée au bord de ce trottoir m'éloignait d'Evie. Ma réceptionniste prit la direction de l'hôpital pendant que j'appelais Colin. Il répondit à la 4e sonnerie. Evie a été renversée par une voiture, ai-je dit. Il l'emmène à VCU. Pendant plusieurs secondes, je n'entendis que sa respiration. Est-elle consciente? Non, répondis-je. Ils n'ont pas réussi à la réveiller. J'arrive, dit-il. Le service des urgences avait déjà emmené Evie pour des examens d'imagerie lorsque je suis arrivé. Une infirmière me conduisit dans une salle de consultation et me posa des questions que j'avais du mal à traiter, allergies, médicaments, chirurgies antérieures, heure de son dernier repas. À 12h09, un chirurgien traumatologue entra avec des clichés sur une tablette. Votre fille présente une hémorragie interne due à une déchirure du tissu soutenant une partie de son intestin, dit-il. Il y a également une lésion au niveau de l'intestin grêle. Elle doit être opérée immédiatement. Dans ma tête, les mots se détachaient les uns des autres, hémorragie interne, opérée immédiatement. Il m'expliqua qu'Evie souffrait également d'une fracture stable du bassin qui ne nécessiterait probablement pas d'intervention chirurgicale. Le danger immédiat venait de l'intérieur de son abdomen. J'ai signé le formulaire de consentement. À 12h18, une infirmière posa ma main sur l'épaule d'Evie pendant quelques secondes seulement avant qu'il ne la dirige vers le bloc opératoire. Son visage paraissait minuscule au-dessus de la couverture d'hôpital. Je suis là, lui ai-je dit, bien que j'ignorasse si elle pouvait m'entendre. Les portes de la salle d'opération se refermèrent à 12h34. Colin arriva 20 minutes plus tard,
la cravate desserrée et le visage livide. Pendant un bref instant, j'ai revu le père dont Evie se souvenait. Il pressa ses deux mains contre sa nuque et posa la même question à 3 reprises, était-elle réveillée? A-t-elle dit quelque chose? Savait-elle que tu étais là? Non, ils l'ont emmené directement au bloc. Il s'assit à côté de moi et fixa les portes closes. Lorsque la détective Andrea Moral arriva pour recueillir les premières informations, Colin se leva si brusquement que sa chaise gratta le sol. « Est-ce qu'elle a identifié le conducteur ?» demanda-t-il. La détective Moral nous regarda l'un après l'autre. « Votre fille n'a pas été en mesure de faire une déposition. Des témoins ont décrit un SUV gris métallisé quittant l'intersection. Nous vérifions les caméras de surveillance routière et les commerces voisins. Quel genre de SUV ? Nous sommes encore en train d'identifier le véhicule exact. » Sur le moment, la question de Colin ne me parut pas étrange. Je voulais la même réponse. Je voulais une plaque d'immatriculation, un visage et une raison pour laquelle quelqu'un avait laissé une enfant blessée sur la chaussée. La détective Moral m'interrogea sur le trajet d'Evie et les raisons pour lesquelles elle marchait à pied. J'ai expliqué la routine des sorties anticipées et le rendez-vous médical. Elle nota l'adresse du docteur Garner mais ne demanda pas de quel type de consultation il s'agissait. Après son départ, le téléphone de Colin commença à vibrer. Il ignora les 2 premiers appels. Au 3e, il s'éloigna de quelques mètres, bien que la salle d'attente fût assez silencieuse pour que ses paroles me parviennent. « Un pilier de parking, dit-il. À quel point est-il endommagé ?» Je me suis tourné vers lui. Il baissa la voix, ne déclare rien pour l'instant. Laisse-moi voir ce qui peut être réglé en interne. Quand il revint, je lui ai demandé qui l'avait appelé. Céleste, dit-il. Ce nom pénétra dans la salle d'attente comme une substance toxique. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit qu'un de ses créanciers l'a acculée dans un parking souterrain. Elle a paniqué en faisant marche arrière et a percuté un pilier en béton. Ses vêtements ont été déchirés durant l'altercation et le véhicule est endommagé. Quel véhicule, ai-je demandé? Une voiture de la flotte Belden. Mon attention se reporta sur les portes de la salle d'opération. Alors elle doit porter plainte contre le créancier et déclarer l'accident. Elle a peur que le prêteur s'en serve contre sa société. Notre fille est en train d'être opérée parce que quelqu'un l'a renversée et s'est enfui. Ce n'est pas le moment d'aider Céleste à dissimuler un véhicule accidenté. Je ne dissimule rien. J'évite qu'un problème de prestataire ne devienne un scandale public avant que je sache ce qui s'est passé. Il ouvrit son ordinateur portable sur la chaise à côté de lui. Je l'ai regardé se connecter au système de flotte, marquer un véhicule comme « en attente de maintenance » et passer un court appel pour organiser un remorquage externe. Je n'ai pas vu le numéro de la flotte. J'ai seulement vu Colin accorder plus d'attention à la voiture endommagée de Céleste qu'il n'en avait accordé à la consultation qui aurait pu sauver sa relation avec sa fille. À 15h22, le chirurgien revint. Il avait fallu réparer la section d'intestin endommagée et maîtriser l'hémorragie de la déchirure mésentérique. L'opération s'était déroulée comme prévu. Elle avait perdu une quantité importante de sang, mais elle était stable. Je me suis mise à pleurer avant même qu'il ne finisse de parler. Elle n'est pas encore tirée d'affaire, me mit-il en garde. Nous la transférons aux soins intensifs pédiatriques. Les prochaines heures seront cruciales. Ils la transférèrent vers 16h. Des tubes et des fils de moniteur l'entouraient, et les sédatifs la maintenaient dans un sommeil profond. Je me suis assise à côté du lit et j'ai pris la partie de sa main qui n'était pas recouverte par le ruban adhésif. Colin se tenait près de la fenêtre, répondant à des messages. Céleste appela encore, puis encore. À 16h52, il dit que Céleste était effrayée, coincée dans des vêtements déchirés et tremblante parce qu'elle n'avait rien mangé. Je lui ai dit de lui dire d'appeler la police. Evie venait à peine de survivre à une opération d'urgence. Son téléphone vibra à nouveau. Il prit ses clés et je le suivis jusqu'aux ascenseurs. Je lui ai demandé une fois de ne pas partir. Il répéta l'histoire du créancier et me regarda sans le moindre regret. Elle a des médecins, dit-il. Ma maîtresse a plus besoin de moi. À 17h08, l'ascenseur l'emporta. Je suis retourné auprès d'Evie et je me suis assise au chevet de son lit. Je ne l'ai pas poursuivi, je ne l'ai pas rappelé et je ne lui ai pas demandé de revenir sur sa décision. Un choix qui n'aurait été fait qu'après supplication n'était pas le choix que ma fille méritait. À 17h47,
mon téléphone afficha une alerte de notre carte de crédit commune, boutique Lark & Finch, 1286 $. Alors qu'Evie était allongée, inconsciente sous une couverture chauffante, Colin achetait de nouveaux vêtements à Céleste. À 19h18, un autre débit apparut sur notre compte joint, Calder House Steakroom. Colin n'était pas allé aider Céleste à déposer une plainte ou à organiser son retour en toute sécurité, il lui avait acheté pour plus de 1000 $ de vêtements et l'avait emmené dans l'un des restaurants les plus chers de Richmond. Pendant qu'Evie demeurait inconsciente aux soins intensifs pédiatriques. J'ai pris des captures d'écran des deux transactions et les ai transmises à Johan, puis j'ai posé mon téléphone face cachée et j'ai repris la main d'Evie pendant qu'une infirmière vérifiait son pansement. Ajustait la couverture chauffante et expliquait que la sédation serait diminuée progressivement. Colin revint à 21h06, avec un tampon de voiturier sur la main, un reçu de chez Lark & Finch dans sa poche et l'odeur de grillade du Calder House sur sa chemise. Lorsqu'il tenta de justifier sa sortie en disant qu'Evie était inconsciente, je lui ai répondu que le fait qu'elle n'ait pas pu le voir partir ne rendait pas l'abandon moins grave. À 21h18, Evie se réveilla par étapes. Elle répondit aux questions de l'infirmière, chercha mon visage, puis remarqua Colin qui se tenait un peu plus loin derrière le lit. L'espoir qui éclaira ses traits ne dura qu'une seconde. Elle demanda si elle était une enfant indésirable, et je lui ai dit qu'elle était celle que je choisirais toujours. À 21h27, avant que Colin ne puisse formuler la moindre réponse, la porte s'ouvrit. La détective Morale entra, accompagnée d'un autre détective et d'un superviseur de la sécurité de l'hôpital. Tous trois restèrent près de l'entrée jusqu'à ce que l'infirmière confirme qu'Evie était assez stable pour que des adultes parlent à voix basse dans la pièce. Morale regarda directement Colin. « Monsieur Bennett, nous devons vous parler d'un SUV commercial Silver de chez Belden, numéro de flotte 417. » Toute trace d'irritation disparut du visage de mon mari. « Le véhicule 417, répéta-t-il. La caméra d'un autobus scolaire nous a fourni le logo Belden et assez d'éléments de la plaque d'immatriculation pour contacter le gestionnaire de flotte de garde de l'entreprise. Il a confirmé que l'analyse préliminaire correspondait au véhicule 417. Vos identifiants ont généré un code d'accès temporaire à 10h52 ce matin, et à 11h36, ce véhicule a renversé votre fille à l'angle de Grove et Belmont. Colin agrippa le dossier de la chaise des visiteurs. Ce n'est pas possible. Avez-vous autorisé quelqu'un à l'utiliser? Il me regarda brièvement avant de répondre, Céleste Rowan. C'est un prestataire agréé. Le détective à côté de Morale ouvrit un carnet. Quand mademoiselle Rowan a-t-elle restitué le véhicule? Elle a dit qu'elle l'avait laissé au parking Franklin avant 11h. Ce n'était pas ce qu'il m'avait raconté pendant l'opération d'Evie. Il m'avait dit que Céleste avait percuté un pilier en béton en échappant à un créancier. Il avait utilisé son ordinateur pour marquer le véhicule endommagé en maintenance et organiser un remorquage externe. À présent, après avoir appris que ce même véhicule avait renversé notre fille, il le décrivait comme ayant été volé dans un parking. Morale ne le contredit pas immédiatement. Quand a-t-elle signalé le vol? Ce soir. Elle était effrayée et confuse. A-t-elle contacté la sécurité de Belden ou les forces de l'ordre? J'ai rempli la déclaration d'incident interne pour elle. À quelle heure? Demanda Morale. Je devrais vérifier. S'il vous plaît, ne supprimez ni ne modifiez rien pendant vos vérifications. La voix de Morale restait calme. Nous aurons besoin de votre téléphone, de votre ordinateur portable, de vos communications relatives à la flotte de véhicules, ainsi que du message d'origine dans lequel mademoiselle Rowan signalait le vol du véhicule. La main de Colin se dirigea vers la poche de son manteau. Morale leva une paume. Ne contactez pas mademoiselle Rowan pour accorder vos versions, ne l'informez pas de nos questions et ne donnez aucune instruction chez Belden pour modifier ou supprimer des registres de flotte. Vous nous traitez comme des suspects simplement parce qu'un véhicule de l'entreprise a été volé? Nous préservons des preuves dans le cadre d'un délit de fuite grave ayant blessé un enfant. Personne n'est en état d'arrestation dans cette pièce. Evie bougea sous sa couverture, sa respiration changea et l'infirmière s'interposa entre les détectives et le lit. Cela suffit pour l'instant, dit-elle. La patiente a besoin de calme. Morale tendit une carte à Colin et lui demande de rester joignable. Avant de partir, elle me regarda. Après la fermeture de la porte, j'ai transféré à la détective Morale les captures d'écran des deux alertes de la carte commune pour Lark & Finch et le Calder House, puis j'ai enregistré la confirmation de leur réception. Colin sortit son téléphone,
se tourna légèrement et se mit à taper des 2 pouces. La détective morale t'a dit de ne pas contacter Céleste, lui ai-je rappelé. Je lui dis juste de ne pas paniquer. Tu l'aides à maintenir une version qui a changé dès l'instant où la police est entrée. Elle a fait une erreur. Un véhicule volé n'est pas la même chose qu'un pilier de parking percuté. Elle était terrifiée. Elle n'a peut-être pas compris ce qui s'était passé. Tu en savais assez pour dissimuler les dégâts avant même de savoir que ce véhicule avait renversé Evie. Maintenant tu le sais, et tu la protèges encore. Son visage se durcit. Ne détruis pas 2 entreprises pour une seule erreur. Je l'ai dévisagé. Notre fille a été opérée à ventre ouvert à cause de cette erreur. Belden emploie des centaines de personnes. Helix Bridge coordonne des soins pour des familles en détresse. Si tu transformes cela en accusation publique avant que les faits soient clairs. C'est la police qui a apporté les faits dans cette pièce. Tes identifiants ont débloqué le véhicule, Céleste l'avait en sa possession, tu as aidé à le soustraire au circuit normal, et maintenant tu donnes une autre version aux enquêteurs. Derrière nous, Evie émit un gémissement effrayé. Ses yeux étaient ouverts à nouveau, mais elle ne regardait ni l'un ni l'autre. La dispute avait crispé tout son corps autour de la douleur dans son abdomen. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Quand l'infirmière est arrivée, j'ai demandé à parler dehors. L'infirmière en chef et le superviseur de la sécurité de l'hôpital me rejoignirent dans le couloir. Je n'ai pas exigé que l'hôpital retire ses droits parentaux à Colin, j'ai expliqué que la police avait relié un véhicule qu'il avait lui-même autorisé aux blessures d'Evie, qu'il se disputait au chevet de son lit et que la détresse de notre fille nuisait à son rétablissement. L'hôpital lui imposa une interdiction temporaire de visite en attendant un examen de sécurité. Il pouvait recevoir des rapports médicaux car il restait le père légal d'Evie, mais il ne pouvait plus s'approcher de son lit ce soir-là. Colin qualifia cette restriction de vindicative. Je l'ai regardé se faire escorter par la sécurité vers les ascenseurs sans répondre. Le lendemain matin, Joanne arriva avant 8 heures avec un bloc-notes juridique et un gobelet en carton de café que je n'ai jamais ouvert. Elle avait déjà commencé à préparer une requête d'urgence pour la garde exclusive temporaire et des visites supervisées. Ce n'est pas une décision définitive concernant la garde, m'a-t-elle averti. Nous demandons simplement au tribunal de protéger Evie le temps que l'enquête avance. Déposez-la, ai-je dit. Et la date de séparation? J'ai regardé à travers la vitre ma fille qui dormait sous une couverture d'hôpital d'un bleu pâle. Le 26 septembre, ai-je répondu. Hier était le dernier jour de notre mariage, même s'il faut 1 an au tribunal pour le rendre officiel. Quand Evie se réveilla à nouveau, sa première question ne concerna ni le véhicule ni les détectives, est-ce qu'on a manqué le rendez-vous avec le docteur Garner? Oui, ma puce. Ses yeux s'emplirent de larmes avant qu'elle ne détourne le regard. Alors on ne sait toujours pas si papa est vraiment mon papa. Je m'assis à ses côtés et pris sa main. Nous savons qu'il t'a élevé pendant 11 ans. Nous savons ce qu'il a choisi hier. Le reste peut attendre que ton corps reprenne des forces. Mon téléphone sonna avant qu'elle ne puisse répondre. Le nom de la détective morale s'afficha sur l'écran. Je m'éloignai juste assez pour ne pas réveiller complètement Evie en parlant. Belden a terminé la première vérification des trajets de son système de flotte, déclara Morale. Le véhicule 417 n'est jamais entré dans le parking Franklin hier matin. J'ai regardé par la vitre la chaise vide de Colin. L'histoire du vol n'avait pas commencé par une voiture volée, elle avait commencé par un mensonge. Evie resta aux soins intensifs pédiatriques pendant 36 heures avant que les médecins ne la transfèrent dans un service de chirurgie classique. Elle passa 8 jours au total à l'hôpital. La fracture stable du bassin rendait le moindre mouvement douloureux, et l'incision abdominale l'empêchait de s'asseoir sans aide. Elle détestait les exercices respiratoires, redoutait le bruit des chariots roulants et se réveillait en pleurant chaque fois que des lueurs de phare balayaient le mur. Elle ne posa plus de questions sur Colin durant ses premiers jours. Je ne lui ai pas demandé non plus si elle avait vu le conducteur. La détective morale m'avait averti que des adultes paniqués pouvaient altérer la mémoire d'un enfant simplement en lui répétant la même question. Lorsque le chirurgien d'Evie donna son accord, un enquêteur spécialisé dans l'audition des mineurs la rencontra une fois dans une chambre d'hôpital calme. J'ai observé la scène à travers une vitre sans teint en compagnie de Joanne et de Morale. Evie se souvenait du véhicule gris métallique. Elle se rappelait le moteur qui vrombissait de plus en plus fort au lieu de ralentir. Elle se souvenait également d'une femme criant par la fenêtre ouverte quelques instants avant l'impact.
La voix ressemblait à celle de quelqu'un que je connaissais, dit-elle, mais je ne pouvais pas voir son visage. L'enquêteur ne lui demanda pas de deviner de qui il s'agissait. Morale me dit plus tard que ce souvenir pourrait orienter l'enquête, mais qu'il ne serait pas traité comme une preuve formelle de l'identité du conducteur. Cette retenue était cruciale pour moi. On avait déjà fait porter à Evie la responsabilité de prouver qui était son père, je ne voulais pas qu'une autre enquête fasse d'elle la responsable de la preuve de l'identité de sa coupable. 3 jours après notre retour à la maison, Morale nous demanda, à Johan et à moi, de la rejoindre au commissariat central. Evie était restée avec ma sœur pendant que j'étais assis sous la lumière crue des néons, observant la virée shopping et le dîner se transformer en quelque chose de bien plus sombre qu'une simple trahison. Un autobus scolaire circulant derrière le SUV argenté avait capturé une partie de la plaque d'immatriculation et le logo Belden avant la collision. Les caméras de surveillance routière avaient ensuite localisé le véhicule de flotte 417 sur Grove Avenue, près de l'école d'Evie. Les données télématiques de Belden indiquaient que le SUV avait été déverrouillé à l'aide du code temporaire généré sous les identifiants de Colin. Il avait quitté le parking de l'entreprise, s'était dirigé vers l'école et s'était arrêté à proximité du trajet qu'Evie empruntait pour se rendre à mon bureau. Il n'était jamais entré dans le parking Franklin. La police l'avait retrouvé dans une fourrière privée située à près de 30 km de là. La demande de remorquage avait été programmée via l'ordre de maintenance créé par Colin alors qu'Evie était au bloc opératoire. L'historique des badges d'accès et les caméras extérieures montrèrent par la suite que Céleste était entrée dans une salle de formation privée de Helix Bridge peu après midi, et y était restée jusqu'à ce que Colin vienne la chercher ce soir-là. Justifiant ainsi les heures écoulées entre la collision et le dîner de luxe sans que personne n'ait à deviner ce qu'elle avait en tête. Colin prétend que Céleste lui a raconté que le véhicule avait été volé après qu'elle l'avait laissé dans le parking, ai-je dit. Morale tourna une page de son dossier. Sa première note de maintenance indique « collision avec une structure en béton ». Le signalement de vol a été rédigé plus tard. Après l'obtention d'un mandat, les enquêteurs ont extrait les données de l'enregistreur de données de route du véhicule. Morale se montra prudente quant à ce que cela pouvait et ne pouvait pas prouver. Il ne peut pas identifier le conducteur, dit-elle. Les captures d'écran des comptes joints que j'avais envoyés à Morale donnèrent aux enquêteurs le nom du magasin et du restaurant avant que les enregistrements ne s'effacent. La vidéo suivante provenait de chez Lark & Finch. Céleste était entrée dans la boutique à 17h31 ce soir-là. Son poignet gauche était égratigné, et elle portait un long manteau par-dessus ses vêtements malgré la douceur de la météo. Colin était arrivé quelques minutes plus tard. L'enregistrement montrait Céleste choisissant une tenue entièrement neuve, chaussures comprises. Au comptoir, elle avait demandé à la vendeuse de jeter tout ce qu'elle portait en entrant. La boutique appliquait un protocole strict pour les vêtements souillés de sang, la responsable les avait scellés dans un sac étiqueté et déposés dans une zone de stockage sécurisée pour la collecte des déchets biologiques du lendemain matin. La police arriva au magasin avant le service de ramassage. Les vêtements portaient le sang de Céleste, des éclats de verre de sécurité et des résidus correspondant au déploiement d'un airbag. Aucun de ces détails ne se suffisait à lui-même, mais ensemble, il la plaçait à l'intérieur d'un véhicule accidenté tout récemment, juste avant que Colin ne l'emmène faire les magasins. Morale lança ensuite l'enregistrement du restaurant. Le Calder House avait installé Colin et Céleste à la table 12 à 19h46. Alors que Colin était assis en face d'elle sous une suspension en laiton, quelqu'un avait utilisé le réseau Wi-Fi du restaurant pour envoyer à Belden une déclaration de vol depuis le compte professionnel de Colin. L'email affirmait que Céleste avait laissé le véhicule 417 au parking Franklin avant 11h et avait constaté sa disparition plus tard. Les registres du restaurant, les connexions Wi-Fi et les métadonnées de l'email les situaient tous deux ensemble au moment où cette fausse déclaration fut expédiée. La note de dîner qui m'avait paru être une insulte au chevet d'Evie servait également de marqueur temporel. Colin modifia ses explications après que la police lui eut présenté ses preuves. Il admit que Céleste lui avait initialement rapporté avoir percuté un pilier en béton en voulant fuir un créancier menaçant. Il prétendit l'avoir cru et avoir inventé l'histoire du vol pour protéger la réputation de Belden, le temps que le véhicule soit inspecté en privé. Il soutint qu'il ignorait que le SUV endommagé était celui-là même qui avait renversé sa fille. Johan s'arrangea pour que je puisse écouter cette déposition lors d'une réunion enregistrée en présence des avocats. Colin était assis en face de moi, assisté de Martin Hale. « J'ai pris une terrible décision avant de comprendre ce qui s'était passé, » dit Colin. Céleste m'a dit qu'elle était menacée. Je pensais simplement gérer un incident professionnel en interne.
Tu as appris à 21h27 que le véhicule 417 avait renversé Evie, ai-je rétorqué. Son regard se baissa brièvement. Tu as contacté Céleste après que la détective morale t'a ordonné de ne pas le faire. Tu as répété l'histoire du vol et tu as demandé aux employés de Belden de ne pas divulguer les registres avant le lendemain matin. J'essayais de comprendre ce qu'elle avait fait. Non, tu essayais de préserver le mensonge après avoir su qui avait été blessé. Il regarda Martin, mais son avocat ne vint pas à son secours. Belden suspendit Colin dans l'attente d'une enquête interne. L'entreprise ne le licencia pas immédiatement et la police ne l'arrêta pas dans la salle de conférence. Les rouages administratifs avançaient plus lentement que la colère, accumulant les dossiers et s'efforçant de distinguer la panique de l'intention criminelle. Colin réagit en déposant une requête auprès du tribunal des affaires familiales pour être déchargé de sa paternité légale. Il y joignit le rapport initial du laboratoire et réclama un test génétique sous contrôle judiciaire, arguant qu'il ne devrait pas être tenu de verser une pension alimentaire si Evie n'était pas sa fille biologique. Le tribunal nomma un tuteur ad litem pour représenter les intérêts d'Evie. Ce recours n'interrompait pas les obligations financières de Colin, ne retirait pas Evie de son assurance maladie et n'effaçait pas 11 années de paternité légale. Johan exigea que tout nouveau test utilise un protocole adapté aux personnes ayant subi une greffe. Elle réclama également la garde exclusive temporaire pour moi et des visites supervisées pour Colin pendant que l'enquête sur le délit de fuite se poursuivait. Quand j'ai expliqué à Evie qu'un avocat avait été désigné uniquement pour veiller sur elle, elle me demanda si cela signifiait qu'elle avait commis une faute. Cela signifie que les adultes sont enfin obligés de prendre des décisions en fonction de ce qui est le mieux pour toi, lui ai-je répondu. Colin continua de faire pression pour le partage des biens tandis que la requête en contestation de paternité suivait son cours. Il réclamait la maison, le compte de courtage sur marge et son véhicule de fonction. Son propre avocat le mit en garde par écrit, bien que son salaire et son patrimoine actuel puissent lui permettre de se porter garant pour Helix Bridge, le projet d'accord ne prouvait pas que la maison ou le compte de courtage lui appartenait exclusivement. Toute garantie qu'il signerait resterait donc à ses risques et périls personnels. Colin signa tout de même la garantie avant la date butoir du 5 octobre fixée par le prêteur. J'étais d'accord sur le fait que notre mariage était terminé, mais je refusais de partager les biens sans une divulgation complète, une évaluation indépendante et une convention légale. Je ne cherchais pas à lui masquer des dettes, mais je refusais d'assumer des engagements qu'il avait contractés de son propre chef pour l'entreprise de Céleste. Vers la fin d'octobre, Johan posa 2 dossiers côte à côte sur son bureau. Le premier était le rapport de paternité de Colin, le second contenait les documents médicaux relatifs à la greffe de cellules souches que Nolan lui avait donné 22 ans plus tôt. Elle posa un doigt sur la case restée blanche dans les antécédents médicaux. Il a demandé au tribunal de vérifier s'il est le père d'Evie, dit-elle. Cette fois, le tribunal va tester l'ADN de Colin, pas le sang de Nolan. La tutrice ad litem n'autorisa pas un nouveau test génétique sur simple demande de Colin. Elle s'entretint en privé avec Evie, examina le premier rapport de laboratoire et discuta avec le docteur Garner de l'impact de la greffe de Colin sur ses résultats. Elle ne recommanda l'autorisation du test qu'à la condition que la procédure épargne à Evie des prélèvements répétés, restreigne l'accès à ces informations génétiques et fasse appel à un laboratoire capable de distinguer le profil génétique initial de Colin de l'ADN provenant du donneur présent dans son sang. Evie me demanda si elle allait devoir retourner à la clinique où nous nous rendions lorsque Céleste l'avait renversé. Non, lui ai-je dit. Cette fois, ce sont les adultes qui t'apportent la bonne procédure. Le prélèvement eut lieu en décembre dans un centre de génétique médico-légal désigné par le tribunal. Johan était présente pour m'accompagner, Colin était assisté de son avocat, et la tutrice ad litem assista à chaque étape concernant Evie. Un technicien vérifia nos pièces d'identité, prit en photo les kits de prélèvement scellés et enregistra chaque transfert. Evie et moi avons fourni des frottis buccaux. Nolan vint séparément donner son propre échantillon afin que le laboratoire puisse isoler le profil génétique issu des cellules souches qu'il avait donné à son frère 22 ans plus tôt. Le prélèvement sur Colin exigea plus de minutie. Le laboratoire ne se contenta pas d'une autre prise de sang, il refusa également de considérer un simple frottis buccal comme fiable, car les cellules du donneur et du receveur peuvent coexister après une greffe de cellules souches. Sous contrôle, des techniciens prélevèrent plusieurs cheveux sur le cuir chevelu de Colin avec leurs bulbes intacts. Le profil buccal de Nolan ainsi que les dossiers HLA et de chimérisme de la greffe permirent au laboratoire d'exclure toute contamination issue du donneur et de confirmer que l'ADN extrait du bulbe capillaire était bien celui d'origine de Colin.
La comparaison de paternité fut ensuite établie à partir des marqueurs génétiques prélevés sur les follicules de Colin, mis en regard avec mon échantillon et celui d'Evie. Les explications ne prirent que quelques minutes, l'attente des résultats dura des semaines. Evie retourna à l'école à mi-temps avant Noël. Elle utilisait encore un coussin sous sa ceinture de sécurité, et je n'empruntais l'intersection de Grove et Belmont que lorsque cela était indispensable. À chaque passage piéton, ses épaules se crispaient avant même que la voiture ne s'arrête. Elle ne me demanda jamais si le laboratoire avait terminé ses analyses. Au lieu de cela, elle commença à détacher les briefings d'arrivée de sa carte murale pour les rangers dans une boîte à chaussures. « Je ne veux pas les jeter, me dit-elle. Je ne veux juste pas qu'ils me regardent. » Je comprenais exactement ce qu'elle ressentait. Le premier rapport avait plané sur notre maison comme une sentence. Même après le départ de Colin, Evie continuait de se comporter comme si un examinateur invisible pouvait surgir à tout moment pour lui dire qu'elle n'avait pas étudié les bonnes villes. Le nouveau rapport arriva en janvier par le portail sécurisé de Joanne. Elle me demanda de passer à son cabinet plutôt que de le lire seul. Le docteur Garner se joignit à nous en visioconférence, de même que la tutrice ad litem, car ce résultat concernait le dossier d'Evie avant de servir les arguments de l'un ou l'autre parent. Joanne posa le rapport initial d'un côté de la table et le nouveau rapport de l'autre. Le premier laboratoire a comparé l'ADN d'Evie avec celui obtenu à partir du sang de Colin, expliqua le docteur Garner. Ce profil sanguin correspondait aux cellules de Nolan issues de la greffe. J'ai regardé le zéro dont Colin s'était servi pour détruire notre famille. Donc le test a exclu Nolan comme étant le père d'Evie. En termes pratiques, oui. Il s'agissait de savoir si le profil issu de la greffe présent dans le sang de Colin était son père biologique. C'était la mauvaise question. Elle se tourna vers le second rapport. Le profil génétique d'origine de Colin, extrait de ses follicules pileux, a été comparé avec celui de Mara, d'Evie et des membres de la famille concernée. Le résultat établit que Colin Bennett est bien le père biologique d'Evie, au taux de probabilité indiqué par le laboratoire. Pendant plusieurs secondes, personne ne parla. J'avais imaginé cet instant tant de fois, pensant que la réhabilitation m'apporterait de la chaleur, une délivrance, ou le sentiment que la justice triomphait enfin. Au lieu de cela, je revis Evie plier sa fiche de phénix sous les accusations de son père, je revis son lit d'hôpital et la chaise vide de Colin, et je l'entendis me demander ce qu'elle devait apprendre de plus. Le résultat prouvait que j'avais dit la vérité, il ne lui rendait pas ce que Colin lui avait pris en refusant de procéder aux vérifications. Il était son père depuis le début, ai-je murmuré. Le docteur Garner conserva une expression douce, sur le plan biologique, oui. L'après-midi même, l'avocat de Colin demanda l'autorisation pour son client de contacter immédiatement Evie. Colin soutenait que les restrictions temporaires découlaient en partie de la contestation de paternité, et que ce résultat devait rétablir ses droits de visite ordinaires. La tutrice ad litem s'y opposa. Le résultat génétique résout une seule question, déclara-t-elle au cours de l'audience. Il ne résout pas le traumatisme médical de l'enfant, l'enquête criminelle en cours, ni la conduite de M. Bennett après la collision. Les visites supervisées furent maintenues. Le thérapeute d'Evie déterminerait le moment où des contacts directs pourraient avoir lieu sans nuire à son rétablissement. Colin m'appela ce soir-là sur la ligne réservée aux échanges sous contrôle d'avocat. Je dois lui parler. Tu dois respecter l'ordonnance du tribunal. C'est ma fille. C'était ta fille avant ce rapport. Sa respiration se fit plus lourde. On m'a donné de fausses informations. Tu as refusé un test indépendant. Tu l'as blâmée parce qu'elle te rappelait ta propre image. Tu l'as abandonnée aux soins intensifs. Céleste a organisé le test, elle a manipulé toute la procédure. C'est toi, et toi seul, qui a fait chacun des choix qui ont suivi. Les dossiers du laboratoire obtenus par assignation révélèrent bientôt que le rôle de Céleste avait dépassé la simple recommandation d'un prestataire. Des semaines avant que le sang de Colin ne soit soumis à l'analyse, un compte lié à Helix Bridge avait demandé sur le canal d'assistance générale du laboratoire si du sang prélevé après une greffe de cellules souches provenant d'un frère ou d'une sœur pouvait refléter le génotype du donneur. Le service client avait répondu en précisant que les antécédents de greffe pouvaient fausser l'interprétation et avait recommandé une consultation avant d'utiliser le sang pour un test de filiation. La commande finale fut ensuite acheminée via un canal d'enregistrement distinct réservé au bilan de santé des cadres, où cet échange avec l'assistance n'apparaissait pas automatiquement.
Céleste avait ordonné au personnel d'utiliser l'échantillon de sang de Colin et avait écrit sur le formulaire de demande qu'il n'y avait aucun antécédent de greffe de cellules souches hématopoïétiques pertinent. Le laboratoire n'avait pas inventé de résultat. Céleste avait choisi un prélèvement dont elle savait pertinemment qu'il risquait de refléter l'ADN de Nolan, et elle avait sciemment omis de mentionner les antécédents indispensables à sa bonne interprétation. Lors d'un interrogatoire enregistré en présence de son avocat, Colin admit qu'il lui avait tout raconté. Il lui avait décrit le traitement contre le cancer, la greffe de Nolan et ce médecin qui avait plaisanté un jour en disant que son sang portait désormais la signature génétique de son frère. Il lui avait également parlé de nos années d'infertilité et des dates de ma grossesse. Tu savais qu'elle disposait de toutes ces informations, lui ai-je dit. Je pensais qu'elle m'aidait à faire la lumière. Alors pourquoi n'as-tu pas appelé Nolan? Pourquoi n'as-tu pas appelé le centre de greffe quand je t'ai montré la case laissée vide? Il regarda ses mains. Parce que s'il m'avait dit que le rapport n'était pas fiable, j'aurais dû tout remettre en question. Qu'est-ce que tu entends par tout? Ta grossesse. Toutes ces années où je pensais que les gens me plaignaient. La possibilité que j'ai construit toute mon existence sur quelque chose qui ne m'appartenait pas, tu as préféré une histoire qui te permettait de nous détester. Ses yeux se levèrent, mais il ne nia pas. Le rapport me paraissait logique, dit-il. Non, il donnait simplement une légitimité à tes propres démons. J'ai expliqué le résultat à Evie avec l'aide du docteur Garner. Nous lui avons dit que le traitement de Colin avait modifié le profil génétique de son sang, et que le premier test avait utilisé un type d'échantillon inadapté à ses antécédents médicaux. Elle écuta en silence. Donc, c'est le sang de l'oncle Nolan qui a répondu à la place de celui de papa. C'est une façon simple de comprendre les choses, dit le docteur Garner. Le second laboratoire a veillé à analyser le profil génétique d'origine de ton père. Evie me regarda, je n'ai pas échoué, alors? Tu n'avais aucun examen à réussir, ma puce. Ses lèvres tremblèrent, mais elle ne pleura pas. Si j'étais sa fille depuis le début, pourquoi a-t-il arrêté d'être mon papa? Je lui pris la main, comme je l'avais fait aux soins intensifs. L'ADN peut expliquer pourquoi un rapport de laboratoire était erroné. Il ne peut pas effacer les choix d'une personne. Seul ton père est responsable de ses propres actes. Mon téléphone sonna avant que nous ne quittions le cabinet du docteur Garner. La détective morale me demanda si nous pouvions parler en privé. Les relevés de données obtenus par mandat sur le téléphone de Céleste sont arrivés, dit-elle. Il y a quelque chose que vous devez savoir avant la prochaine audition. Pendant les jours précédant l'accident, Céleste avait recherché l'itinéraire piéton entre l'école d'Evie et mon bureau, la synchronisation du feu de signalisation à l'intersection de Grove et Belmont, ainsi que les termes « sortie anticipée école Richmond ». La détective morale ne qualifia pas l'historique de recherche de Céleste de preuve de tentative de meurtre, elle plaça ces éléments aux côtés des autres pièces du dossier et m'expliqua ce que chacun d'eux permettait d'établir. Pendant 5 jours avant le drame, Céleste avait étudié le parcours de l'enfant, le calendrier scolaire et les feux de Grove et Belmont. Son historique de localisation révélait plusieurs passages à cette intersection. Le matin de la collision, son téléphone s'était déplacé avec le véhicule 417 depuis le dépôt de Belden vers l'école d'Evie. Les caméras de surveillance montraient le SUV sur ce trajet avant d'accélérer sur le passage piéton. J'ai regardé la carte imprimée et j'ai imaginé Céleste, assise près de l'intersection, guettant la sortie des élèves tandis qu'Evie marchait vers un rendez-vous médical qui menaçait d'éventer le faux rapport de paternité. Quelle qu'eût été la gravité des blessures qu'elle projetait de lui infliger, elle avait utilisé le corps de ma fille comme un moyen de gagner du temps. En février, après que le chirurgien et le thérapeute d'Evie eurent certifié qu'elle était en état de subir une audition complémentaire, l'enquêteur spécialisé la rencontra de nouveau. Personne ne lui montra de photos de Céleste ni ne lui suggéra de nom. Evie décrivit le capot gris, le pare-brise et une femme penchée sur le volant. Elle ne se souvint du visage de cette femme qu'un court instant. Je la connaissais depuis le dîner de l'entreprise de papa, dit Evie. C'était la dame qui n'arrêtait pas de lui toucher le bras. Sa déposition fut versée au dossier en tant qu'élément complémentaire et non comme base principale des poursuites. À ce stade, les enquêteurs disposaient déjà des données du véhicule, de l'ADN de Céleste sur l'airbag, des données de géolocalisation de son téléphone, des vidéos de surveillance routière et des preuves de la dissimulation ultérieure. Un grand jury prononça des inculpations pour la collision, le délit de fuite et la dissimulation de preuves. Céleste se constitua prisonnière par l'intermédiaire de son avocat au palais de justice.
Il n'y eut pas de caméra de télévision dans les couloirs de l'hôpital, ni de confrontation théâtrale au chevet d'Evie. Je ne l'appris par morale qu'une fois la procédure bouclée. L'enquête financière prit plus de temps. Helix Bridge avait déclaré des comptes clients à recevoir bien supérieurs au montant qu'elle pouvait espérer recouvrer. Ces chiffres gonflés avaient permis de contracter une dette de transition d'environ 1,35 million de dollars. L'examen du prêteur du 1er octobre exigeait la mise à jour des relevés de patrimoine et une garantie personnelle de près de 650 000 $, avec une date limite de régularisation fixée au 5 octobre. Le prêteur n'exigeait pas que Colin possède la totalité de notre maison ou du compte de courtage, son salaire et ses participations actuelles suffisaient à le rendre utile, tandis que le projet de séparation présentait sa situation financière comme s'il s'agissait de biens propres bien nets. Céleste avait besoin qu'il soit engagé émotionnellement à ses côtés, coupé de moi, et prêt à signer la garantie. Une consultation médicale prenant en compte sa greffe de cellules souches menaçait ces trois conditions, car elle risquait d'exposer l'erreur du rapport, de réactiver ses doutes à son sujet et de le pousser à se rétracter avant l'échéance. L'enchaînement des dates mettait cette machination en lumière, la consultation avec le docteur Garner était prévue le 25 septembre, Evie fut renversée ce matin-là, Colin déclara notre séparation permanente dès le lendemain. Le 5 octobre, malgré les avertissements écrits de Martin et Hill concernant les risques encourus, Colin signa la garantie de Helix Bridge. Dans le cadre de notre accord de divorce, cette obligation fut traitée comme une dette propre à Colin, puisqu'il l'avait signée après notre séparation définitive, pour la société de sa maîtresse et sans aucun bénéfice pour notre foyer. Je ne l'avais pas dissimulé, je ne l'avais pas transféré et je ne l'avais pas piégé pour qu'il l'accepte, chaque document apparut clairement au cours de la phase de divulgation des pièces. Colin commença à coopérer avec les procureurs dès lors que les preuves accumulées contre Céleste devinrent impossibles à contester. Il fournit l'historique de ses communications avec le laboratoire et admit qu'elle l'avait incité à utiliser son bilan sanguin de cadre. Il tenta également de se faire passer pour une autre victime qu'elle avait trompée. Céleste répliqua en transmettant les données de sauvegarde cloud de son téléphone. Parmi les messages récupérés figurait un texte envoyé par Colin juste après que la détective morale fut entrée dans la chambre d'Evie aux soins intensifs pour identifier le véhicule 417, « Je leur ai dit que tu l'avais déclaré volé avant midi. Tiens-toi à cette version. » Avant 21h27 ce soir-là, Colin pouvait encore prétendre que Céleste lui avait menti au sujet du pilier en béton. Il pouvait arguer qu'il avait contourné les règles de la flotte automobile dans l'unique but de régler discrètement un incident embarrassant avec un partenaire commercial. Mais dès que la police lui informait que ce SUV avait renversé Evie, cette excuse s'effondra. Il savait que le véhicule accidenté avait failli tuer sa fille. Il contacta pourtant Céleste, lui fournit un calendrier mensonger et s'efforça de préserver leur version commune. Il avait fait le même choix moral à 2 reprises, d'abord en préférant Céleste au chevet d'Evie, puis, après avoir découvert qui avait mis Evie dans ce lit d'hôpital, en préférant Céleste à la vérité. Belden acheva son enquête interne en mars. L'entreprise licencia Colin pour utilisation abusive d'un véhicule de service, fausse déclaration et violation des consignes de conservation des preuves. Helix Bridge se déclara en cessation de paiement peu de temps après, son créancier se retourna contre Colin au titre de la garantie personnelle qu'il avait signée en dépit des mises en garde de son avocat. Rien de tout cela ne rendit le règlement du divorce automatique. Une expertise comptable détermina que la valeur de Bennett Record & Compliance avait augmenté pendant le mariage, en partie grâce à mes efforts. Bien que j'ai fondé cette société avant d'épouser Colin et que j'ai tenu des comptes séparés, une partie de cette plus-value fut intégrée au calcul du patrimoine conjugal. J'ai conservé mon entreprise, mais je n'ai pas gardé la totalité de cette appréciation en prétendant faussement que notre union n'y avait contribué en rien. L'accord utilisa d'autres actifs ainsi qu'un paiement échelonné pour compenser la part de Colin. Colin voulait toujours garder la maison, mais la perte de son emploi alliée à la garantie Helix Bridge rendit impossible tout refinancement bancaire de sa part. Conformément aux termes de l'accord, la maison fut vendue et le produit net partagé. J'ai installé Evie dans un logement plus petit, proche de son école. Elle ne me posa aucune question sur la superficie ou le prix d'achat, elle demanda simplement si la rue disposait d'un passage piéton équipé de feux de signalisation. En juin, l'essentiel des communications avec Colin transitait par nos avocats respectifs. Ses droits de visite supervisée restaient soumis à l'évaluation du thérapeute d'Evie, de la tutrice ad litem et du tribunal. Evie avait échangé 2 courtes lettres avec lui, mais elle avait choisi de ne pas le rencontrer en personne. Lors d'une réunion de négociation, Colin demanda à Joanne de me transmettre un message.
Il souhaite que vous disiez à Evie que Céleste l'a trompé, me rapporta Johan. Il estime qu'elle doit comprendre qu'il agissait de bonne foi sur la base de fausses informations. J'ai accepté de répondre par le biais de mon avocate. Le premier mensonge était peut-être le sien, ai-je fait savoir. Mais tous les choix qui ont suivi étaient les tiens. Colin sollicita un bref entretien téléphonique sous le contrôle de nos conseils. J'ai accepté parce que Johan restait sur la ligne. Je croyais de bonne foi qu'Evie n'était pas de moi, dit-il. Tu ne peux pas prétendre que cela n'avait aucune importance. Tu as été son père pendant 11 ans avant ce rapport. Ce n'est pas ce document qui t'a appris comment l'abandonner. J'étais humilié. Alors tu as reporté cette humiliation sur une enfant. Je suis revenu à l'hôpital. Tu es revenu après avoir fait du shopping et dîné au restaurant. Et quand la police t'a appris que le véhicule de Céleste l'avait renversé, tu as continué à la protéger. Il ne trouva rien à répondre. Pendant des mois, Colin avait rejeté la faute sur un rapport de laboratoire, sur les manipulations de Céleste et sur mon refus de céder sans bruit. Dans le silence qui suivit, il ne restait plus nulle part où placer la responsabilité de cette décision, sinon sur les épaules de l'homme qui l'avait prise. Ce soir-là, j'ai trouvé Evie debout devant sa carte murale. La plupart des anciennes punaises des déplacements de Colin étaient restées, mais elle venait de retirer la dernière, celle de Phoenix, qu'elle avait épinglée juste avant l'accident. Elle la tint un instant entre ses doigts, puis la laissa tomber dans la boîte à chaussures avec ses briefings d'arrivée. « Est-ce que tu veux que j'enlève toute la carte ?» lui ai-je demandé. Evie contempla les lignes rouges, les codes d'aéroport et les villes qu'elle avait jadis mémorisées pour tenter de se faire aimer plus facilement de son père. Puis elle secoua la tête. « Non, dit-elle. » La carte resta suspendue au mur d'Evie tout au long de l'été. Elle retira les trajectoires de vol de Colin une par une, sans colère et sans précipitation. Certains jours, elle pouvait décrocher 3 fils rouges, d'autres fois, le simple fait d'effleurer une punaise suffisait à lui faire refermer la porte de sa chambre pour pratiquer l'exercice de respiration de son thérapeute jusqu'à ce que l'oppression dans sa poitrine s'estompe. En octobre, plus d'1 an s'était écoulé depuis l'accident. Evie marchait sans assistance et avait repris les cours à plein temps, mais la guérison n'avait pas effacé le passé. Une cicatrice pâle barrait le bas de son abdomen, et ses hanches la faisaient encore souffrir après de longues journées. Lorsqu'une voiture s'approchait trop rapidement d'un passage piéton, ses épaules se soulevaient et sa main cherchait la mienne avant même qu'elle ne s'en rende compte. Nous ne qualifions pas ces épisodes de rechute, son thérapeute parlait de rappels envoyés par un système nerveux qui avait eu une excellente raison d'avoir peur. Evie apprenait qu'un rappel n'était pas un danger réel, mais personne ne lui promit qu'une discussion, qu'une décision de justice ou qu'un foyer aimant parviendrait à faire disparaître à jamais chaque signal de détresse. Le 18 octobre 2027, Johan et moi sommes sortis du tribunal avec le jugement de divorce définitif en main. Colin et moi avions vécu séparément et sans interruption depuis le 26 septembre de l'année précédente. La juge ne prononça aucun discours solennel sur la trahison et ne me demanda pas de pardonner. Elle examina la convention, s'assura que les deux parties en comprenaient les termes et signa l'ordonnance qui officialisait ce qu'Evie et moi vivions déjà depuis des mois. Bennett Record and Compliance me resta acquise à la suite d'une évaluation indépendante et d'un versement de péréquation créditant Colin de sa part légitime sur la plus-value de l'entreprise accumulée pendant l'union. La maison fut vendue plus qu'il se trouvait dans l'incapacité de la refinancer. Ses dettes et les frais de vente furent réglés, puis le solde net de la vente ainsi que les comptes joints furent partagés en toute transparence. La garantie Helix Bridge resta à la charge exclusive de Colin, car il l'avait signée après notre séparation définitive pour une entreprise dont je ne possédais aucune part et dont notre foyer n'avait tiré aucun avantage. Je ne me suis pas réjoui lorsque le créancier engagea des poursuites contre lui, j'ai simplement refusé de confondre ces conséquences avec de la cruauté de ma part. L'ordonnance de garde me confiait l'autorité légale principale sur l'éducation et le suivi médical d'Evie. Colin n'était pas banni de sa vie par une mesure d'éloignement spectaculaire, tout contact éventuel devait être encadré ou thérapeutique, respecter les conditions fixées par le tribunal et l'équipe soignante, et ne pouvait s'organiser que si Evie s'y sentait prête. Elle ne l'était pas. Colin avait envoyé 2 lettres par le canal autorisé. Evie ne les lut pas immédiatement. Des semaines plus tard, elle en ouvrit une lors d'une séance de thérapie et s'arrêta dès le premier paragraphe, personne ne la força à poursuivre sa lecture. Les procédures pénales n'avaient pas encore abouti au jour où mon divorce fut prononcé. Céleste faisait toujours face aux accusations de collision, de délit de fuite et de dissimulation de preuves, ainsi qu'à des poursuites financières,
tandis que l'avocat de Colin négociait une possible résolution pour l'affaire de fausses déclarations et d'entrave à la justice. Aucune peine n'avait encore été prononcée, et sa coopération n'effaçait en rien le message invitant Céleste à s'en tenir à leurs mensonges. Il avait perdu son poste chez Belden, demeurait personnellement responsable de la dette garantie et ne pouvait plus se faire passer pour un homme qui avait simplement accordé sa confiance à la mauvaise personne. Le premier mensonge avait ouvert une porte, et il avait délibérément choisi de continuer à la franchir. En sortant du tribunal, Johan me proposa de marquer cette journée par un déjeuner. J'ai promis à Evie d'être rentrée avant qu'elle ne termine son projet, lui ai-je répondu. Le devoir s'intitulait « Les endroits où je veux aller ». Chaque élève devait choisir 3 destinations, expliquer ce qui l'y attirait et tracer un itinéraire visuel partant de Richmond. Quand je suis rentré, Evie avait étalé ses fournitures sur la table de la salle à manger. L'ancienne carte murale était posée à plat devant elle, débarrassée des ficelles rouges que Colin suivait autrefois, ne laissant que de minuscules perforations sur le papier. Nolan était assis au bout de la table et buvait un café pendant qu'Evie fouillait dans une boîte de punaises. Il avait pris régulièrement de ses nouvelles durant sa convalescence, s'enquérant de ses séances de kinésithérapie, et lui avait envoyé un puzzle géographique pour son anniversaire. Quelques mois plus tôt, Evie lui avait prêté son atlas pour qu'il puisse reconstituer ce puzzle sans avoir à plier sa carte murale. Il ne s'était jamais présenté comme l'homme que Colin aurait dû être, et je ne l'ai jamais installé dans ce rôle. « Je viens te rapporter ton atlas, dit-il à Evie. Ta mère m'a dit que tu projetais une évasion ambitieuse. C'est une évasion purement académique, répliqua-t-elle. Il y a des sources citées. Nolan sourit, lui demanda si sa hanche ne la faisait pas trop souffrir après sa journée d'école, et l'écouta attentivement lorsqu'elle répondit. Puis il repartit avant le dîner, ne la serrant dans ses bras qu'après qu'elle eut fait le premier pas vers lui. Une enveloppe matelassée était arrivée l'après-midi même par le cabinet de Johan. L'étiquette d'expédition portait le nom de l'avocat de Colin. À l'intérieur se trouvait une ancienne étiquette de bagages provenant d'un voyage à Boston, la toute première que Colin avait envoyée par la poste à Evie lorsqu'elle avait 6 ans. Un court billet d'accompagnement indiquait qu'il pensait qu'elle aimerait peut-être la conserver pour sa carte. Evie tint l'étiquette un long moment. « Est-ce que je dois lui renvoyer quelque chose ?» demanda-t-elle. « Tu ne dois de réponse à personne, lui ai-je dit. Est-ce que je suis obligé de l'accrocher ? Cette carte t'appartient. C'est toi seul qui décide de ce que tu y mets. » Elle ouvrit la boîte à chaussures qui contenait les anciens briefings de voyage et y déposa l'étiquette de bagages. Elle ne la détruisit pas. Elle ne s'en servit pas non plus pour se convaincre que tout était réparé. Elle choisit simplement l'endroit où elle devait reposer. Puis elle retourna à son projet. Sa première destination était Chincoteague, près de la côte de Virginie. Elle voulait y observer les poneys sauvages, dessiner le rivage et voir si ces animaux avaient l'air aussi obstinés en vrai que sur les photographies. Sa deuxième destination était l'Islande, parce qu'elle adorait l'idée de se tenir à la frontière de 2 plaques tectoniques. Elle avait dessiné des flèches montrant le mouvement des continents et rédigé une note sur l'énergie géothermique dans la marge. Son troisième choix s'était porté sur Santa Fe. « Quelle en est la justification géographique ?» ai-je demandé. « Il n'y en a pas encore, dit-elle. J'aime simplement la sonorité de ce nom. C'est tout à fait permis. Ta maîtresse a dit que la curiosité comptait. » Elle dessina de nouvelles lignes à partir de Richmond, mais aucune d'entre elles ne suivait les itinéraires professionnels de Colin. La ligne la plus courte s'orientait vers l'est en direction de la côte, une autre traversait l'Atlantique, et la dernière s'étirait vers l'ouest en direction du Nouveau-Mexique. À l'école, la semaine suivante, les familles furent invitées à venir examiner les projets. Evie se tenait près de sa carte lorsqu'une camarade de classe étudia ses 3 itinéraires. « Pourquoi est-ce que tu aimes autant les cartes ?» lui demanda la fillette. Un an plus tôt, Evie aurait sans doute parlé de codes d'aéroports ou des villes que son père visitait. Elle aurait peut-être expliqué que mémoriser le monde d'une autre personne lui permettait de s'en sentir plus proche. Cette fois, elle contempla les espaces vierges qui s'étendaient entre ses punaises, parce qu'une carte montre qu'il y a toujours plusieurs chemins possibles. J'ai senti un apaisement m'envahir. Pendant des années, j'avais cru que la simple présence de Colin assurait la sécurité de notre foyer parce qu'il continuait de franchir la porte d'entrée. J'avais mesuré la valeur d'une famille au nombre de personnes réunies sous le même toit, alors même qu'Evie apprenait à s'effacer pour s'adapter à la personne qui y vivait. J'avais compris désormais, la présence sans la protection ne constituait pas une sécurité. Une famille aux apparences unies pouvait tout de même abandonner un enfant à sa solitude,
tandis qu'une famille plus restreinte pouvait lui apprendre que l'amour ne se monnayait pas. Ce soir-là, Evie rapporta sa carte dans sa chambre. Ensemble, nous l'avons suspendue au-dessus de son bureau. Les anciennes perforations restaient visibles, mais elle ne chercha pas à les cacher, elles faisaient partie du papier, elle ne dictait pas ce qui devait y figurer de nouveau. Elle saisit la punaise bleue de Chincoteague et la planta sur la côte. « Par où veux-tu commencer ?» ai-je demandé. Elle effleura le premier tracé du bout du doigt. « Par un endroit que j'ai choisi. » Pendant des années, ma fille s'était servie d'une carte pour prouver qu'elle avait sa place dans le monde de son père. Cet automne-là, elle s'en servit pour quelque chose de bien plus important, elle choisit un monde qui lui appartenait.